Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de la rédaction. Les titres de cette édition. Des centaines de logements pour les réfugiés yéménites et distribution des vivres. Ça s'est passé ce matin à la fondation Roi Salman dans la région du nord du pays, notamment dans la région de Bok. Et Donald Trump qui a insisté à ce que les soldats américains pourraient tirer sur les migrants qui dépasseraient les bornes des États-Unis d'Amérique. Bienvenue dans cette édition de la rédaction. Dans la matinée d'hier, donc, une importante délégation conduite par son Excellence le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, accompagné notamment du directeur général de la fondation du roi Salman, s'est rendue à Obok. La délégation s'était aussi composée, entre autres, du secrétaire exécutif de l'ONARS, de 2 ambassadeurs saoudiens et yéménites, ainsi que d'autres personnalités. À l'arrivée, ils ont donc été accueillis par le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed, et le président du conseil régional, Mohamed Hamed Ismail. Cette visite de haut niveau s'est déroulée à la fondation royale saoudienne, intervient dans le cadre de la remise des clés des nouveaux locaux mis en place par son organisation au profit des réfugiés yéménites au village de Markazi, où quelques 300 ménages yéménites ont donc pu bénéficier de cet acte charitable. Par la même occasion, la présence du ministre de l'Intérieur aux côtés du représentant saoudien témoigne d'une excellente relation bilatérale qui existe entre l'Arabie saoudite et la République de Djibouti, ainsi que l'importance que place Djibouti à la protection et à l'assistance de ces réfugiés yéménites. Le ministre et le responsable ont participé à des diverses activités sportives et culturelles au village, à savoir un match amical de football qui a opposé 2 équipes du village. L'équipe gagnante s'est vue remettre la coupe et des médailles des mains de la délégation officielle. Par la suite, la délégation a procédé à la visite des infrastructures et logements en préfabriqués climatisés en faveur des réfugiés yéménites. Donc ces réfugiés yéménites qui sont installés à Markazi, ces logements en préfabriqués sont composés des maisons, d'une école, d'un hôpital et d'une mosquée. Plus de 300 familles donc bénéficieront de cette aide généreuse de la part de la fondation King Salman de l'Arabie Saoudite. Après ces visites, donc, la délégation officielle a procédé à la distribution des vivres à ces mêmes réfugiés yéménites qui ont profité de ces logements au nom du roi Salman, qui d'ailleurs recevront ces vivres tous les mois. Cette même délégation s'est déplacée donc aussitôt après à Fantahirou, quartier périphérique défavorisé à 2 km du chef-lieu de Bok, où ils ont pris part à une autre distribution de vivres organisée par 375 ménages, où 375 ménages ont pu bénéficier de ce don de vivres. Et le préfet donc de Bok a aussitôt salué cette aide aussi significative. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, a participé donc aux côtés du directeur de la fondation Roi Salman cette cérémonie d'inauguration des centaines de logements sociaux destinés aux réfugiés yéménites de Markazi, à la distribution des vivres aux réfugiés et à la population de Bok. Nous sommes, a-t-il dit, à Obok avec le docteur Rabia, directeur de la fondation Salman, qui a réalisé ces logements sociaux au profit des réfugiés yéménites installés au camp Markazi. Ces infrastructures vont améliorer, a-t-il indiqué, les conditions de vie des réfugiés yéménites que la République de Djibouti a accueillis à bras ouverts. Le ministre Hassan Omar Mohamed a précisé que la République de Djibouti va continuer à apporter son soutien aux réfugiés du Yémen qui ont fui la guerre jusqu'à leur retour dans leur pays en paix. Il a aussi remercié la population de Bok donc, pour leur immense contribution à l'accueil de ces réfugiés yéménites.
Dans un volet de santé, donc, dans ce journal, une cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale contre la rougeole, cette fois-ci, s'est tenue donc hier après-midi à la polyclinique Farhad, sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Jama' El-Ma'oukieh. En effet, le compte d'envoi de cette campagne nationale de vaccination de masse contre la poliomyélite a été donné en présence des représentants de plusieurs organismes internationaux tels que l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA et de nombreux autres partenaires stratégiques du département de la santé. L'objectif de cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole vise à immuniser tous les enfants djiboutiens pour contrer la propagation suite à récente déclaration des cas de la rougeole relevés au niveau dans les zones frontalières de Djibouti. Une stratégie de poste fixe et de poste fixe avancé était donc adoptée et sera déployée sur l'ensemble du territoire national jusqu'aux localités les plus reculées de manière à atteindre à 100% de la couverture vaccinale. Donc pour plus de précision maintenant, je vous propose d'écouter un extrait de la représentante de l'UNICEF. C'est important que nous continuions aussi à renforcer les mesures de routine, dans la vaccination de routine. Et là, une fois de plus aussi, toutes mes félicitations au ministère de la Santé parce que nous avons vu tous les efforts qui ont été déployés ces dernières années et très récemment aussi pour s'assurer que tous les dispositifs soient mis en place afin que la vaccination de routine soit aussi améliorée. Et nous, au niveau de l'UNICEF et aussi de l'OMS, nous n'allons pas arrêter de ménager nos efforts pour nous assurer que ceci devienne aussi de manière systématique au niveau de tous les centres de santé. Les efforts qui sont mis aujourd'hui pour réussir cette première phase de la vaccination doivent en fait arriver à un résultat de 95% de couverture. Tout résultat en dessous de 95% de couverture de la cible ne serait pas un bon résultat. Donc c'était tour à tour la représentante de l'UNICEF à Djibouti et du représentant de l'OMS. Quant au ministre de la Santé, Dr Jama' El-Ma'oukieh, il a indiqué que cette campagne préventive de vaccination de masse contre la rougeole permettra de construire une barrière imperméable contre tout risque de résurgence de la rougeole dans notre pays. Le ministre a par ailleurs sollicité l'implication active de toutes les forces vives en demandant expressément les parents de faire vacciner leurs enfants au niveau de postes fixes les plus proches de leur résidence. Je propose d'écouter. Dans les pays limitrophes, il y a des épidémies de polio et de rougeole. Même si à Djibouti, nous n'avons pas détecté de polio jusqu'à aujourd'hui, depuis 1999, et c'est pour cela que nous avons voulu faire une offensive et renforcer la prévention pour tous les enfants de 0 à 5 ans à les vacciner contre la polio. Nous avons eu des très bons résultats. Aujourd'hui, la rougeole, parce que nous avons aussi remarqué que les pays limitrophes, il y avait une épidémie. Et sans vous cacher, au niveau de la région du sud, plus particulièrement la région de Dikil et la zone frontalière entre Djibouti et l'Éthiopie, nous avons détecté des cas de rougeole. Plus d'une dizaine de cas de rougeole. Et nous devons faire cette offensive. Il y aura un ratissage dans tous les pays, les 5 régions djibouti-villes. Dans l'optique d'améliorer les conditions de vie de la population urbaine et rurale écartée du système bancaire classique, la Caisse populaire d'épargne de crédit, le CEPEC, octroie des micro-crédits en faveur de cette population les plus démunies. Notre équipe est partie donc rencontrer une des femmes qui bénéficie de cette aide du CEPEC. C'est un reportage de la rédaction commenté par Mohamed Abdelrahman. Grâce aux crédits octroyés par le CEPEC, la majorité de la population arrive à s'en sortir des difficultés financières et exerce des micro-activités afin de subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Mademoiselle Fatouma Abdelradil, qui demeure à PK12, est l'une des bénéficiaires de ce crédit. Cette dernière a pu s'acheter un réfrigérateur avec son premier crédit de 100 000 francs Djibouti et procède actuellement à la vente de glaces et glaçons ainsi que des boissons sucrées et des Coca-Cola. Et également, par sa connaissance artisanale, elle fabrique des nattes, des chapeaux en paille et autres objets de décor de la maison qu'elle vend à un prix rentable et bénéfique. J'ai d'abord emprunté 100 000 francs du CEPEC et j'ai acheté le réfrigérateur. Je vends de la glace et des glaçons. Parallèlement, je développe les produits artisanaux. Pour cela, j'ai un soutien de la DDS. L'activité commerciale de Fatouma ne s'arrête pas là.
Elle a pris la deuxième tranche de crédit à une hauteur de 200 000 francs Djibouti et a ouvert une boutique dans sa maison. L'activité de cette petite boutique lui permet donc de répondre aux besoins de sa famille. Mère de 6 enfants scolarisés du collège à l'université, cette dernière développe ses activités chaque année. Dans sa réaction, Fatouma indique que sa petite boutique lui est rentable. J'ai pris une deuxième tranche avec lequel j'ai ouvert une boutique. Actuellement, j'ai remboursé les crédits. Mais j'ai laissé mon compte activé auprès du CPEC car je vise encore plus loin. Grâce à un crédit octroyé par le CPEC, la majorité des femmes vivant dans la précarité sont devenues autonomes en exerçant les activités commerciales. Et dans notre page agriculture, le ministère de l'Agriculture, en étroite collaboration avec la FAO et l'Union européenne, ont organisé jeudi dernier l'atelier de lancement du projet de renforcement de la productivité des productions végétales et animales à Djibouti sous l'acronyme REPROVA. Ce projet a pour objectif donc de contribuer à la réduction de la pauvreté et l'augmentation de la résilience de ménages des agro-éleveurs dans les milieux ruraux, tout en accompagnant les agro-éleveurs dans les processus d'encadrement pour augmenter la production de la productivité. Nous avons parcouru un chemin obligé avant d'arriver à un stade où nous nous trouvons aujourd'hui, de passer à grande échelle. Nous sommes passés par, compte tenu de la sévérité des conditions climatiques de Djibouti, avec maintenant conjugué avec le changement climatique, seul l'écosystème aride de Djibouti ne peut se faire sans innovation technologique. Je le répète souvent. Et à propos de l'environnement, suite à un reportage diffusé sur nos antennes relatif à l'état de l'environnement autour de la Corniche, où nos journalistes avaient mis en relief une prolifération de déversement de déchets solides et liquides directement en mer, le ministère de l'Environnement a tenu à rappeler les prérogatives du ministère en précisant que les services de la voirie et de l'assainissement sont en charge de la gestion des cellules. Je propose d'écouter les propos du secrétaire général du ministère de l'Environnement. Je précise que ce sont les entreprises qui utilisent cet espace de la Corniche qui doivent gérer leurs déchets solides et liquides. Comme vous l'avez dit dans votre reportage, il serait bien aussi effectivement que les différentes techniques de l'administration qui sont concernées se concertent pour essayer d'améliorer la situation de Corniche où effectivement le rejet direct en mer des eaux usées ou des déchets solides pose problème. Le ministère de l'Environnement n'est pas chargé de la gestion des déchets aussi bien solides que liquides. Nous sommes chargés de la protection de l'environnement en général et notamment de la protection des milieux marins puisque ces déchets ont un impact sur les milieux marins. Et nous partons dans le sud du pays, notamment dans la région de Dikil, où une forte délégation comprenant l'ambassadeur de France à Djibouti, la représentante du PAM, accompagnée par quelques autorités de cette région de Dikil, se sont rendus au village de Sankal pour octroyer un don alimentaire à la population de cette localité. Dans un premier lieu, la délégation est donc arrivée à Dikilville, où les autorités administratives les a accueillis, à savoir le préfet de cette région, Mohamed Cheikh Hassan, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arre. Avant d'entamer leur périple vers Sankal, ils se sont entretenus un moment avec les responsables de cette région et discuté de plusieurs projets d'intérêt commun et notamment le travail qu'accomplit le PAM dans cette région de Dikil. On a vu beaucoup de gens ici, la plupart le jeune enfant. Je connais ici, il y a une école et je suis très contente que nous pouvons soutenir l'école, l'éducation des gens ici parce que l'éducation c'est très important pour les gens. L'aide que nous consacrons ici à la population, à vous, représente environ 50 millions de francs djiboutiens. Et tout cela parce qu'on sait les difficultés qui sont les vôtres, les difficultés climatiques, les difficultés que vous avez à vivre et à vivre dans un environnement qui est vraiment très difficile.
Le préfet de cette région d'Ikil, Mohamed Cheikh Hassan, a reçu donc hier, le 1er novembre 2018, dans son bureau, le président de l'association de football club de Dikil, qui évolue dans la première division du championnat national de Djibouti, Mahdi Momin Haddi, qui était accompagné de tous les cadres du football club de Dikil et des entraîneurs de l'équipe de la première division de l'équipe de moins de 15 ans. À cet effet, le président du club a fait part au préfet de Dikil des projets en cours pour l'avenir de son club, qui prendra sous son aile les moins de 15 ans et moins de 16 ans chaque année, ce qui permettra d'élever le niveau des jeunes footballeurs de Dikil qui se tourneront dorénavant à la pratique du sport en général et du football en particulier. Ceci en vue de mieux encadrer les jeunes et de lutter contre la délinquance juvénile. La construction d'un terrain de football est projetée donc dans un proche avenir avec le concours de la Fédération djiboutienne de football. Fait divers à présent dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes. 14 heures donc hier, le gendarme en poste de PK51, en collaboration avec les agents de la douane, ont intercepté un bus de transportant donc une forte quantité de khat qui est rentré à Djibouti d'une façon illégale. Donc les gendarmes ont découvert sur l'emplacement du pavillon de l'air conditionné du bus, lesquels a été obstrué par des haut-parleurs une quantité d'importante de khat de contrebande. Poursuivant la perquisition, les gendarmes ont eu le flair de démonter une banquette et vidée puis soudée où se trouvait dissimulée une quantité importante de khat. Au total, la quantité de khat de contrebande saisie est de 1064 bottes dont la valeur marchande est estimée à 2 millions de nos francs. L'intégralité de la marchandise, comme vous l'avez pu voir sur nos images saisies à cette occasion, a été détruite en feu par les gendarmes en présence des agents de la douane, et des véhicules ayant servi au transport de cette contrebande a été immobilisé à la brigade d'Arta. La famille Mohamed Hassan Lé Kamil lance un avis de recherche pour retrouver Ahmed Mohamed Hassan Lé, dit Ahmed Biolé, vivant avec sa nombreuse famille à Djibouti. Ahmed Hassan Lé n'a pas réapparu depuis presque 3 semaines. Dernièrement, il travaillait à la Bibliothèque nationale. Il est de la famille de notre collègue Mokhtar Jama Moussa. Toute personne ayant des informations pouvons le voir. Donc Ahmed Hassan Lé est prié de contacter sa famille au numéro suivant, au 77 66 507 94, je répète le numéro, 77 66 67 94 94, ou le ramener au commissariat le plus proche. Merci de votre soutien. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et j'ai le plaisir de retrouver sur mon plateau Fardouz Hussein. Bonsoir Fardouz. Bonsoir Chikri. Et Donald Trump, donc Fardouz, prévient que les soldats pourraient tirer sur les migrants qui s'offusqueraient à dépasser les limites. En effet, Chikri, comme vous le dites, l'armée américaine pourrait être amenée à tirer sur les migrants tentant d'entrer illégalement aux États-Unis si ceux-ci jettent des pierres sur les soldats, a déclaré hier Donald Trump au cours d'une déclaration consacrée à l'immigration. Alors que plusieurs caravanes de migrants contre-américains, donc en centre-américain, font actuellement donc route vers les États-Unis, le président américain a rappelé que certains avaient lancé des pierres perfidement et violemment sur les forces de l'ordre mexicaine au moment de traverser la frontière entre le Guatemala et le Mexique. À quelques jours des élections du 6 novembre, Donald Trump multiplie ses annonces susceptibles de multiplier donc et de mobiliser les électeurs, notamment sur le thème de l'immigration. Et en Russie, Fardouz, Vladimir Poutine donc a rencontré aujourd'hui le président élu cubain Miguel Díaz-Canel, qui effectue sa première visite chez son allié russe. En effet, donc Vladimir Poutine a rencontré aujourd'hui au Kremlin le président cubain Miguel Díaz-Canel, qui effectue sa première visite à son allié russe depuis son arrivée au pouvoir en avril, au moment où Washington menace la Havane de nouvelles sanctions. L'Union soviétique a
a longtemps fait figure de soutien indéfectible militaire et économique de Cuba face aux États-Unis avant que sa chute ne provoque une fracture que Moscou et la Havane tentent aujourd'hui de combler avec un rapprochement de plus en plus marqué. Lorsque Miguel Díaz-Canel a succédé à Raúl Castro en avril, Vladimir Poutine s'est dit prêt à travailler ensemble de manière étroite pour renforcer davantage le partenariat stratégique et une coopération constructive dans tous les domaines. Selon le journal russe, la Russie pourrait octroyer à Cuba un prêt de plus de 50 millions de dollars pour l'achat d'armement. Selon les agences de presse russes, plusieurs contrats, parmi lesquels celui-ci qui porte sur la modernisation des chemins de fer cubains, devrait être signé dans le cadre de la visite de Miguel Díaz en Russie. Et le Premier ministre français Édouard Philippe, qui se trouve actuellement en Vietnam à Hanoï, a concrétisé plusieurs ventes d'achat, notamment à Airbus, avec son homologue vietnamien Fardous. Et oui, Édouard Philippe, le Premier ministre français, Choukri, a présidé aujourd'hui à Hanoï à la signature d'une série de contrats et d'accords entre des entreprises françaises et vietnamiennes, dont une commande de 50 Airbus à 321 Neo par la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet. Le montant total des accords signés, dont certains ne sont pas définitifs, avoisine les 10 milliards d'euros, dont 5,7 milliards pour l'aviateur et l'avionneur européen Airbus, selon toujours Matignon. L'autre principal accord signé aujourd'hui, Choukri, concerne également l'aéronautique, en l'occurrence un contrat pour l'équipementier Safran, en négociant donc une négociation depuis plusieurs mois. Il s'agit d'un mémorandum d'accord pour CFM, sa entreprise avec l'américaine General Electric, pour fournir une centaine de moteurs Boeing 737 MAX, là aussi commandés par Vietjet. Le montant total du contrat s'élèverait à 4,4 milliards d'euros selon la liste des accords publiés par Matignon. Et avant de conclure ce journal Ferdous, le Serbe Novak Djokovic retrouve la première place, notamment après le forfait de dernière minute de Rafael Nadal. En effet, donc, Novak Djokovic passe pour l'instant une semaine de rêve à Paris-Bercy pour le dernier Master 1000 de la saison. Le Serbe s'est assuré de retrouver la première place du numéro 1 mondial avec le forfait de dernière minute de Rafael Nadal. Il s'est qualifié pour le quart de finale grâce à l'abandon de Damir Dabur. Au prochain tour, Novak Djokovic sera opposé au Croate Martin Cilic, tombeur de Dimitri Dimitrov et futur adversaire des Français en finale de la Coupe Davis. Merci Ferdous pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont pu concrétiser ce journal. Très bon week-end à vous tous. Portez-vous bien. Bye bye.